Et puis là, vous venez de publier un livre. Alors, toute la presse parle de vous et c'est pas fini. Le titre est formidable. Je ne sais pas s'il est de vous. Ah oui, vraiment de moi. C'est mon titre de départ et personne m'a demandé de le changer, donc je l'ai gardé. Eh ben, très bien. Ça s'appelle Immortel, virgule, enfin. Évidemment, c'est sur Paul Morand. Alors, j'ai mon livre jaune, là, sous les yeux chez Grasset, mais il y a une bande, il y a un bandeau, comme on dit, où il y a marqué Morand. Morand. Ça, c'est une très bonne idée de l'éditeur. Voilà. Ben voilà. Alors, c'est un livre qu'il faut lire pour ceux qui sont un peu dans le sillage, jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs. Ça va leur rafraîchir les idées à tous, d'ailleurs, sur l'histoire de Morand. Mais au-delà du fait que c'est une période de la vie de Paul Morand, c'est à la fois un portrait en creux peut-être de Paul Morand qui a marqué des générations, qui a marqué son époque et surtout il s'est présenté plusieurs fois à l'Académie française. Et là, on est en 1968 et Paul Morand est un peu sur le déclin physique. Hein. Il vit un peu dans le regret de se baigner à Venise et de courir le monde. Et en fait, ça s'appelle Immortel tout simplement parce que est-ce qu'il va apprendre, on le saura en lisant le livre évidemment, est-ce qu'il va apprendre qu'il est reçu, qu'il est élu à l'Académie ou pas? Parce que c'est une longue affaire, l'histoire de l'Académie, et que c'est sa cinquième candidature. Donc il a quand même très souvent frappé à la porte des Immortels. Donc moi, ce que je raconte dans ce livre, c'est 9 mois de sa vie. C'est vraiment un gros plan, c'est pas du tout une biographie. 9 mois qui sont la dernière campagne de Paul Morand. Enfin, ça commence le 4 juillet 68, le jour où il envoie sa lettre de candidature, et ça se termine le jour de sa réception à l'Académie française, le 20 mars 69, parce que comme vous savez, tant qu'on n'est pas reçu à l'Académie, on n'en fait pas partie, même si on a été élu. C'est une étape importante, la réception à l'Académie. Ça peut attendre des années parfois. Hein. Et ça peut attendre longtemps. Qui était le secrétaire perpétuel à l'époque? Maurice Genevoix à l'époque. Ouais, avant Missler. Hein. Exactement. Ouais. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que c'est un moment de sa vie, il a 80 ans, et il est complètement à rebours de sa légende. Parce que c'est quoi la légende de Morand? C'est les voyages, les femmes, les bagnoles. Oui. Pas tellement l'argent, la vitesse. C'est sa femme, l'argent. Les bagnoles et les femmes. Moi, j'ai les photos avec les bagnoles et les femmes. Les voyages, le sport. Bon. Son amitié avec Roger Nimier. Quand vous le regardez au moment où je le saisis, il a 80 ans, il a de l'arthrose, il a mal partout. Il s'occupe admirablement bien de sa femme qui a 89 ans et qui est grabataire. Ouais. Il quitte quasiment plus Paris. Enfin, quand il quitte Paris, c'est pour aller dans la forêt de Rambouillet, ce qui est quand même pas l'Équateur. Quand il prend sa voiture, il y a son chauffeur qui le conduit. Donc on est très très loin de sa légende, donc très loin du cliché. Donc c'est une époque que je trouve assez intéressante. Mais c'est un prétexte pour raconter sa vie, raconter des histoires, ses amitiés. Vous dites qu'autrefois, il a détroussé le globe. C'est une jolie expression. C'était dans la nuit des temps avant la guerre. Vous dites même qu'on lui propose à un moment dans sa vie de refaire le tour du monde en 80 jours, qu'il refuse. Il refuse horrifié. Parce qu'on lui proposait un reportage. Ouais. Et l'idée d'être payé pour voyager, il trouvait ça épouvantable. Et du coup, c'est Cocteau qui a pris le très beau texte de Jean Cocteau qu'il publiera après. Alors, en fait, si on veut recomposer le personnage de Morand, il est à rebours de sa légende et en même temps, il y a des choses, il y a des pans de sa vie, comme des lambeaux qui lui collent à la peau. Alors, c'est drôle parce qu'il y a un décalage. Il y a les fans de Paul Morand qui sont des amoureux de la littérature et qu'on ne peut pas suspecter de collaboration. Je pense à Jean d'Ormesson qui va lui faire sa cour. Et puis, il y a tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont en place. On est en 68, c'est le pouvoir gaulliste. De Gaulle fait obstruction. Il a une mauvaise image de Paul Morand. Et la mauvaise image, c'est aussi sa femme. On va faire peut-être un tout petit portrait d'Hélène Suzzo. Parce que elle, c'est celle qui est on a dit pousser Paul Morand à quitter l'Angleterre, à ne pas rester là-bas, etc. Hélène, elle est née Chrysovéloni, donc elle est grecque d'origine. Elle a épousé un prince roumain qui s'appelait Dimitri Suzzo. Ils se sont connus en 1915 de Savoie pendant la Première Guerre mondiale. En Angleterre, à Londres. Hein. Ouais. Ils ont eu une longue liaison, d'autant plus qu'elle était mariée à ce moment-là. Et finalement, il l'épouse en 27. Elle divorce de son mari et il se marie. Elle a quand même déjà 44 ans au moment où il se marie. Donc, il la trompe tout le temps, je veux dire, avant même le mariage et pendant le mariage. Et elle le sait et elle s'en accommode. Ouais. En ce sens, elle est assez moderne, d'ailleurs, je trouve. Et il revient toujours à la maison et elle le sait. Et dans les dernières années de sa vie, où elle est vraiment pas bien du tout physiquement, il va s'occuper d'elle admirablement. Alors, il faut dire une chose quand même, Pauline, c'est que le père d'Hélène avait acheté une maison, un maison-appartement à côté. C'était la dot, parce qu'elle aurait pu choisir autre chose. En fait, il y avait, on venait de démonter l'exposition universelle de 89.
il y avait des terrains vagues et à l'époque, le 7e arrondissement près du Champ de Mars avait ce qu'on appelait mauvais genre. Ouais. Donc ça coûtait pas grand-chose. Et donc son père a acheté un terrain sur lequel il a fait construire un hôtel particulier. Avenue Charles Floquet. Avenue Charles Floquet, qu'il a donné à sa fille en dot. Et ils étaient quand même pas très rassurés, à tel point qu'ils ont demandé une lettre à Gustave Eiffel pour promettre pour certifier que la tour Eiffel ne tomberait pas sur la maison. Et ils ont demandé une lettre au constructeur. Voilà. Ouais. Et c'est là que Morand, dès son mariage, a habité toute sa vie. Très grande maison, parce qu'il a fait des réceptions exceptionnelles le soir de son académie. Des balles. Ouais. Et on raconte beaucoup de choses. Alors là, vous en faites l'écho, et puis surtout, ça va jouer un rôle au lendemain de son élection, puisqu'il va faire une fête où il y aura 250 bouteilles de champagne, 50 bouteilles de whisky. 150 bouteilles de champagne, 25 de whisky. Alors, et d'ailleurs, on peut dire aussi, vous ne le dites pas, mais que celui qui a hérité de la cave, vous savez qui a hérité de la cave de Paul Morand ? C'est Kléber et Dens. C'est Kléber et Dens. Et puis de la garde-robe, c'est Marcel Schneider qu'on a reçu. Mais vous connaissez, Gilles, l'histoire pour la cave qui va à Kléber et Dens, parce que l'histoire est terrible. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a ouvert le testament et le moment où les caisses de vin sont envoyées, il y a un délai. Et les caisses de vin sont arrivées chez Kléber et Dens, qui habitait près de Toulouse, le jour de sa mort. Le jour de la mort de Kléber et Dens. Ouais. Et qu'il n'a pas pu les boire. Ouais, ça c'est terrible. C'est une histoire incroyable. Ouais. On aurait dû les boire de son vivant, hein, mon cher Alain. Vous n'êtes pas très alcool, vous. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe son temps à revenir en arrière. Et ce qui est intéressant dans la vie de Paul Morand, c'est ses fréquentations. C'est Paul Claudel, par exemple. Vous racontez que du temps de la Prohibition, à New York, ils allaient déjeuner dans des restaurants et en douce, ils ouvraient des bouteilles de champagne sous la table qui explosaient parfois. Et Claudel était ambassadeur de France, c'était très gênant. Oui. On a fait des portraits ici de Paul Claudel plusieurs fois et c'est souvent un homme qui mériterait mieux d'ailleurs que le portrait que l'on peut en dresser. Alors, vous racontez aussi que la grande déception du général de Gaulle, donc je le répète, c'est quand il est en Angleterre, il est à Londres et au lieu de rester... c'est le cœur du cœur. Au lieu de rester à Londres, il va revenir. C'est une histoire très étrange. C'est-à-dire que Paul Morand fait partie des rares personnes qui se trouvent à Londres le 18 juin 40. Il n'y a quand même pas beaucoup de Français qui étaient dans ce cas-là. Et il rentre à Paris. Donc il est à rebours complet de l'histoire. En fait, Vichy lui a envoyé une lettre en lui demandant de rester. Et lui n'a pas reçu la lettre et est parti à Vichy. Donc on considère qu'il a abandonné son poste. Donc il est mis à la retraite d'office par Vichy. De l'autre côté, les gaullistes, évidemment, considèrent qu'il a lâché les résistants et on le met à l'index. Donc il s'est fâché avec tout le monde dans cette affaire. Ouais. C'est une erreur d'aiguillage absolument magistrale. Ouais, c'est ce qu'on appelle un quiproquo. Ce qui est extraordinaire, c'est la rancune littéraire dans France. Je pense à Perse, par exemple, qui est extraordinaire. On essaie de s'interroger pourquoi Perse, qui est un auteur... Saint John Perse. Pourquoi il n'a jamais atteint... on le voit sur les marchés, d'ailleurs. Ces ouvrages n'ont pas atteint les prix et quand on se demande pourquoi, la réponse est parce qu'on estime qu'il a été à l'égard de Gaulle plus que discourtois. C'est un peu comme Morand. Et la rancune est tenace parce que ça... C'est en 40, c'est quand même 75 ans. Et en plus, quand il va être élu, De Gaulle va refuser d'ailleurs de recevoir Paul Morand. Il va recevoir que le secrétaire perpétuel. On croise aussi... Alors j'ai trouvé une phrase pour Alain Cotin à la page 59, parce que évidemment on croise un peu Giraudoux. Et Giraudoux répétait sans cesse, vois-tu, le problème c'est que les femmes sont faites pour être mariées et les hommes pour être célibataires. J'ai pensé que cette phrase, vous l'aimez bien quand même. Oui, on peut l'inverser d'ailleurs. On peut l'inverser parce que s'il y a beaucoup de femmes célibataires, à mon avis, les hommes mariés ont davantage de chance. Donc moi, je pense au contraire que pour un homme, il faut être marié avec des tas de femmes célibataires autour. Ah oui, c'est bien votre genre. Alors, ce qui est formidable aussi dans votre livre, c'est qu'on voit émerger les jeunes talents. Alors, et évidemment, il faut dire que Paul et Hélène Morand avaient une grande curiosité des jeunes. Oui. D'où le fait que la plupart des gens qui voyaient à cette époque-là, en 1968, donc il y a plus de 40 ans, sont encore vivants aujourd'hui. Parce que si je vous dis Jean d'Ormesson,
Vous savez qui c'est Patrick Modiano, François-Marie Bagné, Nathalie Baye pour d'autres raisons, sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais voilà, il y a plein Nathalie Baye qui a été donc la. Donc en fait, Nathalie Baye, non, pas du tout la maîtresse, la lectrice. Ah oui, la lectrice. Ça m'étonne pas de vous, ça. Ça m'étonne pas de vous, lectrice, maîtresse. Pour vous, c'est la même chose. L'histoire est la suivante, c'est qu'Hélène Morand devient à ce moment-là, non seulement elle est sourde, mais elle devient aveugle et elle ne peut plus continuer à lire 2 livres par jour comme elle l'avait fait toute sa vie. Donc ils mettent une petite annonce au conservatoire et il y a une jeune étudiante de 20 ans qui se présente, qui s'appelle Nathalie Baye, donc bien entendu qui est totalement inconnue à l'époque. C'est Truffaut qui va la révéler, mais et elle va rester 2 ans, 2 fois par semaine chez les Morand. Ouais. Et vous l'avez rencontrée, Nathalie Baye ? Elle m'a raconté tout ça. Et elle m'a raconté même cette histoire merveilleuse que j'ai mise dans le livre, sous forme manesse, c'est qu'en fait au départ ça s'est très très mal passé. Quand elle est arrivée chez les Morand, parce que notre Paul, tout octogénaire qu'il fut, il n'a pas pu s'empêcher de la draguer. Non, c'est insupportable. Quelle idée. Alors, en effet, Hélène, sa femme, a trouvé ça insupportable. Et donc, elle l'a très mal pris. Et cette pauvre Nathalie Baye, qui avait 20 ans, s'est retrouvée prise entre 2 vieillards en train de s'engueuler, excuse-moi de l'expression, à cause d'elle. Bon, finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente et elle a passé 2 ans. Voilà. Mais enfin, je crois que les débuts ont été un petit peu difficiles. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de l'éditeur ? Parce que vous parlez de Grasset, vous parlez de Gallimard. On voit le côté gauchiste d'Antoine Gallimard à l'époque. Qui se rebelle contre son père, Claude. Qui est sur les barricades, qui est assez idéaliste, etc. Bon, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre après. Alors, ce petit passage chez Grasset qui a duré 10 ans. Petit passage, pas si petit. Il a trahi Gaston, alors. Il a trahi Gaston. Non, mais il s'est très mal comporté, Paul Morand, par moment. Oui. En fait, Grasset l'a pris par une chose qui parlait beaucoup à Paul Morand, c'était l'argent. Et Paul Morand avait des goûts de luxe. Il aimait les belles voitures. Et les femmes riches. Et sa femme avait perdu beaucoup d'argent à mesure, donc il était obligé mais quand il l'a épousée, elle était riche, non, ça commençait le déclin. Et elle a vraiment tout perdu. Elle avait des biens, mais elle n'avait pas tellement d'argent. Et puis, il allait chez le tailleur à Londres, et puis il faisait des voyages. Enfin, vous savez, Paul Morand avait 3 redingotes. Quand il allait à Scott, il avait une redingote gris puce, gris souris et gris sombre. En fonction de la couleur du temps. Est-ce que c'est pas un pervers narcissique comme on en parle On parle beaucoup des pervers narcissiques en ce moment. Mais Grasset, en plus, a su flatter son amour-propre, à lancer des campagnes publicitaires. Il avait ce slogan merveilleux que j'adore, lisez le dernier Morand de Paul Roman. On placardait ça dans tout Paris. On le montrait au volant d'une voiture. On mettait des affiches dans les transatlantiques pour les... Bon, il faisait des tas de choses et Morand aimait bien, au fond. Donc, il y a passé 10 ans et puis il est retourné chez Gallimard, qui est resté, au fond, son éditeur de cœur. Il est un peu vaniteux. Bien sûr, tous les défauts de la terre. Mais c'est pour ça que c'est un personnage romanesque, justement. Parce qu'il y a plein de défauts. C'est pour ça que vous l'aimez. Vous aimez les hommes avec des quantités de défauts. Mais bien sûr. Sa philosophie, c'est il dévorait la vie. Mais il a adoré la vie jusqu'au bout. Et c'est ça qui est merveilleux, bien sûr. Ouais. Immortel. Son seul problème, comme aurait dit mon... immortel, d'après moi, a plusieurs sens. Non, mais Pauline... Ah oui, absolument. Pauline... Oui, mais je ne voulais pas tout dévoiler. Pauline, il faut dire aussi une chose. On pourrait rappeler la phrase de Montebourg vis-à-vis de Ségolène Royal. Son seul défaut, c'est son mari. Là, on pourrait dire son seul défaut, c'est sa femme. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Justement, moi, je suis très sceptique sur l'influence d'Hélène. C'est-à-dire qu'il y a... toujours 2. Exactement. Alors, je suis entièrement d'accord avec Alain, et c'est ce que j'arrête pas d'expliquer à des journalistes en ce moment. La doxa chez les biographes de Morand a toujours consisté à dire tout est de la faute d'Hélène, Hélène, roumaine, antisémite, méchante, etc., etc. Moi, je pense qu'on parle d'adultes consentants, et je pense que Paul Morand, pour une large part, partageait les préjugés de son épouse. Donc vraiment, pour vous dire, je ne suis pas là pour le dédouaner de quoi que ce soit. Vous voulez dire qu'il était pire que sa femme ? Non, pas pire. Non, mais pas pire. Mais il avait les préjugés de son époque et surtout de son milieu. Voilà. Je vous montrerai les photos. Elles sont très significatives. Quand on peut lire les photos entre lui C'est comme ça que vous attirez les femmes dans leur Non, parlez pour vous. Alors...
Alors, justement, on parle de Marcel. Voilà, alors je reviens à votre texte, page Marcel. 97. Racontez-nous encore comment vous avez obtenu une préface de Proust pour votre premier livre, Interroge un grand jeune ébouriffé, au visage d'ange et à la voix de Fossé. Il s'appelle François-Marie Bagné. Avec le culot qu'on a à 15 ans, ou qu'on n'a jamais, il avait envoyé des nouvelles à Paul. Protégez votre grand talent, pas trop d'articles dans les journaux, un ami vous parle, avait écrit Paul, touché que des jeunes gens connaissent encore son nom, à l'heure où ses livres avaient quasiment disparu des librairies. Depuis, Bagné fréquente de temps à autre l'avenue Charles Floquet. Il imite Mauriac comme personne et il amuse beaucoup Morand. Jean d'Ormesson ne laisse pas à Paul le temps de répondre et ramène la conversation. Mais les livres ne se vendent pas. 4 livres, 4 échecs. René Julliard me disait avant sa mort qu'il fallait persévérer. Son successeur le pense aussi. J'espère que mon nouveau roman marchera mieux. Je vous l'apporterai dans quelques jours. Voilà. Et alors, après, ne vous tracassez pas. Il y a les bons et les mauvais succès, lui répond Paul Morand amicalement. Un bon succès, c'est le livre dont 500 personnes parlent pendant 20 ans. Le mauvais succès, c'est Ouvert la nuit, des boutiques, 20 robes du soir de grands couturiers et des parfums dont je revois encore les flacons bleus étoilés d'or. C'était ridicule et je ne m'en rendais pas compte. Voilà. Alors, tout ça, ces dialogues, vous les avez réinventés ou parfois il y a des petits bouts de choses que j'ai trouvés. Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup inspirée du journal Inutile. Oui. C'est vraisemblable. Hein. C'est pas vrai, mais c'est vraisemblable. Et vous avez lu la correspondance entre Chardonne et Paul Morand? Non, parce que cette correspondance s'arrête le 28 mai 68 et que mon histoire commence le 4 juillet 68. Oui. Donc elle s'arrête à la mort de Chardonne. Donc j'ai considéré que je restais dans le laps de temps que je m'étais imparti. Maintenant, le Bagné, c'est le photographe. Oui, c'est le même. L'écrivain et photographe. Il aimait déjà beaucoup les personnes âgées il y a 42 ans. Est-ce que vous parlez dans votre livre de sa relation, de sa participation avec les hussards, avec... Alors, j'évoque Millet, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, il n'a pas vraiment participé, Morand. C'est plutôt... Les hussards sont venus le chercher. Oui. Et c'est les premiers à un peu... Rappelons que le mot hussard vient surtout de Bernard Franck. De Bernard Franck, absolument. Oui, je parle un petit peu de Nimier. Il y a des... Gilles va être furieux. Il y a des flashbacks dans ce livre, donc des retours en arrière. Et donc, bien entendu... Il y a plus de cochons sur cette table, vous avez vu ? Des moments importants. Vous l'avez volé ? Alors, il y a un autre personnage qui est intéressant et qui touche à l'histoire, c'est Pascal Jardin. Hein, moi, j'aime beaucoup son talent, grand talent. Et alors là, vous parlez évidemment de Jean et de Pascal. Oui, parce que Jean Jardin et sa femme Simone étaient très liés avec les Morand, puisqu'ils avaient voisiné en Suisse juste après la guerre, pour les mêmes raisons. Il était au cabinet de Laval, évidemment. Donc ils ont gardé la Suisse pendant quelques temps, enfin même pendant de très 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 nombreuses années. Donc du coup, ils sont devenus très amis. Et alors, il annonce à Paul Morand qui va écrire un livre, qui va s'appeler d'ailleurs La guerre à 9 ans, qui est un livre remarquable que vous avez sans doute lu et qui raconte toute cette période. Ouais. Ce que fera ensuite Alexandre avec son père, mais là, c'est une autre histoire. Et en fait, Paul sourit parce qu'il se demande est-ce que c'est bien ? Sans doute vaut-il mieux avoir du talent et écrire de faux souvenirs que l'inverse. Pascal a allumé une autre cigarette. Raymond, derrière la table, soupire d'un air réprobateur. Alors, Raymond, c'est le maître d'hôtel, le personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Oui. Et il a existé. Ah, il a complètement existé. Il s'appelle Raymond. Oui, bien sûr. Tous les personnages ont existé. D'ailleurs, on l'a au téléphone. On va l'avoir. Je pense qu'il est mort maintenant. Oui. Et alors, donc, Jean Jardin n'était pas très content que son fils raconte Laval, Vichy, la guerre, etc. Oui, furieux. Et à ce moment-là, Paul Morand a une jolie phrase. Il dit il vaut mieux avoir des faux souvenirs et du vrai talent que l'inverse. C'est ce que je viens de dire, ma chère Pauline. Voilà. Faut-il mieux avoir du talent à écrire de faux souvenirs que l'inverse? J'ai failli mettre cette phrase en exergue, d'ailleurs. Ouais. Parce que bon, dans ce livre, je joue quand même constamment entre la fiction et la réalité. Mais ça s'appelle roman quand même. Alors, il faut dire aussi la vérité. Vous dites que Paul Morand, si j'ai bien compris, avait eu une aventure avec la femme... oui, c'est écrit noir sur blanc dans le journal Inutile. De Pascal Jardin. Non, la femme de Jean Jardin. De Jean Jardin. Simone Jardin, de Simone. Oui, c'est ça. D'accord. Bien sûr, mais ça, il va s'y perdre. C'est écrit dans le journal. Vous suivez, Alain, un peu, là? Très bien. Oui, et moi, je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal d'Alain Cotta. Et cette deuxième partie d'émission est dirigée par Gilles Brochard, qui a invité Pauline Dreyfus, écrivain, pour son ouvrage Immortel enfin, qui paraît aux éditions Grasset. Et bien sûr, ça relate la vie un peu... Ça relate surtout l'accession à l'Académie française de Paul Morand. De Paul Morand.
Je vais poser une question à Pauline Dreyfus. À quel comportement, quelle attitude, quel fait doit-il, à votre avis, l'ostracisme dont il est toujours victime? Alors, il a été moins aujourd'hui. Non, moins aujourd'hui, mais à l'époque, il a été 2 fois ambassadeur sous Vichy, quand même, à Berne, ambassadeur sous Vichy. Bucarest et Berne. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Et puis, il a vraiment rallié Laval extrêmement tard. En 1942, il lui écrit « Votre politique est la seule politique possible ». Oui, c'est la mauvaise vraiment, période. il a été jusqu'au bout du il n'a pas compris la politique. En même temps, voilà, il a tué personne. Je trouve que et ses livres résistent très bien au temps. Donc c'est le fait d'avoir été ambassadeur 2 fois. 2 fois, oui, ambassadeur pour Vichy, bien sûr. Alors il y a beaucoup de choses parce que vous parlez de Lolotte Fabrelus, qui est un peu de votre famille, ma chère Pauline. J'aimerais bien qu'on reparle un peu de ça, parce que vous êtes délectée à écrire ce livre. Hein. Ah oui, je me suis beaucoup amusée. Oui. Alors, c'est ce qu'il écrit à Lolotte Fabrelus. On peut rappeler peut-être pour les auditeurs. Mais qui est une grande amie de Morand et qui est ma grand-mère. Qui est votre grand-mère. Voilà, oui. Continue à te promener, à trouver de l'intérêt à tout, même aux Vosges. Un jour pour toi lointain, tu verras s'émousser le tranchant de tout. Un arrière-fond de ne cherche pas ailleurs. Tu es arrivé, tout le monde descend. À tout, même aux Vosges. C'est une très jolie lettre, ça. Ouais. J'aime beaucoup cette formule. Alors cette phrase existe évidemment. Bien sûr, c'est une lettre qu'il a écrite, oui, bien sûr. Ouais. Mais pourquoi il en avait contre les Vosges? Il y a une raison de se dire ça pourrait être le Jura ou n'importe quoi. Mais pourquoi les Vosges? Ça sonne mieux peut-être à tout, même aux Vosges. En fait, c'est vrai que c'est le déclin d'un homme parce qu'il a eu un accident, il est alité, il sait qu'il ne va plus tellement voyager. Et puis surtout, il a été très sportif et il observe constamment les ravages du temps sur son corps. Il passe son temps à s'ausculter. Ça, c'est très intéressant parce que il était narcissique, alors, pour tout dire. Non, il avait la raison pour laquelle il était ambassadeur. Pour être ambassadeur, il faut être un peu narcissique. Oui, mais il faut rester droit aussi, Alain. C'est moi, pour ça. Pense que, voilà, c'est un peu sa rectitude aussi. Paul Morand, il avait une sorte d'idéal de l'homme debout, quoi, en fait. Voilà. Moi, je trouve que dans sa grande vieillesse, il est très touchant, de toute façon. Voilà. J'ai un message d'un auditeur. En fait, cet auditeur dit, en fait, le père d'Hélène Souzzo, sa femme, se nomme, alors, vous allez m'aider, Chrysoveloni. Chrysoveloni. Et c'était un très riche banquier grec qui avait beaucoup de propriétés en Roumanie, ce qui explique l'intérêt de Paul Morand pour la Roumanie. Alors, on a un auditeur très cultivé. C'est pas la seule chose qui explique l'intérêt de Paul Morand pour la Roumanie. Non, parce qu'il l'a connu avant. Mais de toute façon, avant. Hélène avait épousé un prince roumain, donc il y avait des attaches avec ce pays. Voilà. Mais Paul Morand a publié un Bucarest, en effet. Oui, un Bucarest qui est très bien. C'est une société qui disparaît. Sans Londres aussi. Disparu. Alors, comment vous avez travaillé? Parce que vous avez lu beaucoup de livres, évidemment. Et puis, vous avez lu, évidemment, je pense, L'éternité fragile de Marcel Schneider, tous ces portraits qu'il fait de Paul Morand. Non, j'ai lu son livre qui est entièrement consacré au Morand, qui s'appelle Mille roses trémières. Mille roses trémières aussi, très très bien. C'est un livre remarquable. C'est trop tard. C'est 5 volumes déjà. Ah oui, d'accord. Mais c'est magnifique, c'est chez Grasset en plus, donc j'espère qu'ils vous les offriront, ma chère Pauline. Et puis vous avez lu le journal en 2 volumes cette fois, alors qui est indispensable pour connaître les années d'après-guerre, c'est les années plutôt 50 aux années 75-80. C'est Mathieu Gallet, qui est un journal qui s'appelle Journal, avec des portraits vraiment pas piqués d'hannetons, très sensibles, très justes, très vrais, très vachards aussi. C'est un peu dans la lignée des Goncourt, moins la méchanceté. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis j'ai trouvé que Mathieu Gallet a le génie des descriptions physiques. Donc j'ai trouvé chez lui des portraits de gens que moi j'avais jamais vus et ça m'a beaucoup aidé, bien sûr. Jeune critique des Cahiers des saisons, l'époque de Brenner, de Marcel Schneider, critique littéraire ensuite dans la presse, plutôt à gauche, mais il venait souvent chez les grand ami de Yourcenar aussi, qui a été très méchante avec lui d'ailleurs. Et il venait beaucoup chez Morand, donc tout ça, ça gravitait, et il a été publié dans la revue des voyages aussi, comme Marcel Schneider, comme Sandra Ars aussi d'ailleurs, comme Edmond de Charleroux, enfin on pourra en citer d'autres, comme Louise de Villemorin. Vous en parlez pas tellement de Louise de Villemorin. À la fin, Paul la rencontre, mais on peut pas parler de tout, c'est pas une biographie. Moi, non, bien sûr, c'est un salon, votre livre. Ah oui, c'est joli comme formule, ça. C'est un salon. Moi, j'ai pris le thé avec tous ces personnages.
Comment a-t-il été élu? Avec combien de voix? Oui. 21 voix. Au premier tour? Non. La 5e fois au premier tour, oui. C'est ça, la 5e fois au premier tour. Premier tour direct? Ah bah oui. Je dois dire qu'il faut vraiment... son adversaire ce jour-là... 5 fois candidat à l'Académie, son adversaire à la dernière élection était le marquis de Venelle. Donc Gilles, je pense que vous savez très bien qui est le marquis de Venelle et ses œuvres complètes. Oui, bien. Vous ne savez pas? Non, moi quand je sais pas, je sais pas. Tout ça pour vous dire qu'il n'y avait absolument pas de concurrence. Oui, parce que petit à petit, un par un, il y en a qui ont déclaré forfait quand ils ont vu que Morand se... Non, ce qui a été très dur, c'est les deux campagnes de 58 et 59. Voilà, 58 ça, c'est vraiment... en 58, il a perdu à 1 voix. Et en 59, De Gaulle a fait savoir, De Gaulle qui venait de revenir au pouvoir, que si Morand était élu, il ne le recevrait pas. Et donc, c'était le désaveu absolu et Morand a retiré sa candidature. Non, ça a été dur, 58-59. Alors, le sens de ce livre, Gilles, c'est que moi, ce qui m'intéressait dans cette période-là, parce que l'Académie française, c'est un prétexte, moi je m'en fiche complètement, c'est le basculement d'un homme qui se remet à écrire. Parce que qu'est-ce qu'on lui doit à l'Académie française? On lui doit Venise. Avec un S. Venise avec un S. Magnifique livre. Venise qu'il va écrire juste après l'élection. C'est-à-dire qu'il y a un ressort qui s'était cassé chez Morand, qui fait qu'il n'écrivait plus. Moi, je le date de 61. 10 ans, d'ailleurs. C'est Fouquet qui est un livre qu'il aimait beaucoup et qui n'avait pas du tout marché. Il avait très mal vécu cet échec. Et puis, il y avait eu les 2 échecs à l'Académie française, en 58-59. Ça faisait beaucoup de choses. Et puis, Fouquet, c'est un peu une métaphore de la disgrâce, parce que c'est la disgrâce d'un homme vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du roi. Lui, c'est la disgrâce d'un homme qui est quand même reconnu par ses pairs littéraires, mais qui n'est pas reconnu du tout par le pouvoir politique et qui est comme ostracisé. Voilà. Et je pense que cette élection à l'Académie française, qui signifiait tout d'un coup qu'il cessait d'être un paria, l'a remis en selle, et ma métaphore, elle n'est pas innocente pour parler d'un ancien cavalier. Ça l'a tellement remis en selle qu'il va écrire Venise juste après. Voilà. Alors, il y a un nom qu'on n'a pas prononcé encore dans cette émission, c'est Maurice Garçon. Pourquoi? Parce qu'il va donc prendre le siège, il va être élu au siège de Maurice Garçon. Qui est Maurice Garçon? Je connais. Alors oui, célèbre avocat. Oui, c'est un célèbre avocat que j'ai connu d'ailleurs, Maurice Garçon. Pour ses plaidoiries. Et en fait, Paul Morand a été élu à son fauteuil parce qu'à ce moment-là, il y avait 2 fauteuils de libre qui étaient le maréchal Juin et Maurice Garçon. Et De Gaulle a dit... Ok, Morand s'est tenu tranquille pendant 10 ans, il peut y aller, mais à une condition, c'est qu'il ne se présente pas au fauteuil de Maréchal Juin, qui était mon vieux camarade de promotion à Saint-Cyr. Et ça, c'est sacré, on n'y touche pas. Et Morand, qui a bu le calice jusqu'à la lie, a été obligé de se présenter au fauteuil de Maurice Garçon. Donc, une fois élu, de faire l'éloge de quelqu'un qu'il détestait et qui le détestait. Donc, il a vraiment... ça a été un peu dur. Mais c'est fou, ces hommes, c'est extraordinaire. Ils n'ont vraiment pas le sens du relatif, si j'ose dire. Ils sont dans l'absolu, mon camarade de promotion. Je ne veux pas que vous soyez camarade. Oui, mais bon, on peut comprendre que Juin, qui représente quand même, qui a été maréchal de France. De Gaulle était très rancunier. C'était un trait de caractère. Il y en a un autre qui était rancunier, c'est quand même François Mitterrand. Au lendemain de la poignée de main avec il faisait l'apologie de la rancune, Mitterrand. Complètement. Il estimait qu'un homme politique digne de ce nom devrait être rancunier. Lydie. Un auditeur nous cite un ouvrage de Paul Morand, L'éloge du repos. Oui. Magnifique livre. Pas oublier. Alors, il est souvent sous l'éloge du repos ou l'éloge de la paresse, parce qu'il y a... Mais enfin, c'est un très beau livre, qui a été réédité par les éditions Arléa, d'ailleurs. Alors, ce qui est très, très bien avec Paul Morand, c'est qu'on peut le prendre par tous les bouts. C'est-à-dire qu'on peut prendre des petits textes comme ça, délicats, l'histoire du voyage. Il a fait un texte magnifique sur le voyage, sur Venise, sur Bucarest, sur ces... Et puis, on peut prendre, évidemment, tous ses romans. Et les romans... même France la Douce. Supportent très bien la relecture. Oui, vraiment. Enfin, Lewis et Irène, c'est une merveille pour moi. L'homme pressé, bien sûr. Si on avait ici Marc Lambron ou Olivier Frébourg, par exemple, ils défendraient ces livres-là, de toute façon. Paul Morand, c'est à la fois un styliste, un regard, et c'est un homme extrêmement moderne. Je vais employer un mot qui ferait hurler certains, dans la conception un peu baudelairienne. C'est-à-dire que c'est un homme qui épouse son temps et qui est en avance sur plein de choses. C'est vrai, quand même. Dans les 4M, c'est peut-être le plus... il est en avance, mais il est quand même dans la société française de l'époque. Oui, parce qu'il a des racines, il a une tradition. Mais en même temps, il s'en fiche aussi. Pauline a dit un mot très juste, c'est un cavalier. C'est-à-dire qu'il peut faire une pirouette tout d'un coup. Il peut tourner la page, c'est comme une virgule, on passe à autre chose. Je pense que moi, je le ressens comme ça dans Paul Morand. Vous avez mis dans le Réveil matin qui date de 37 cette phrase de Paul Morand:
l'Académie française, microcosme complet, cellule exquise, à peine plus grande qu'une famille. Les familles sont nécessaires car sans elles, il n'y aurait pas de fils prodigue. Recevez dans son sein Monsieur Georges Duhamel. Voilà, c'est l'idée du fils prodigue. Bah oui, exactement. C'était vraiment ça. Regardez le sort de Duhamel qui... Oui. Qui a vraiment eu tous les honneurs, toutes les considérations. Alors qu'il y a un livre qu'il faut lire. Oublié. Et c'est dommage parce que le Notaire du Havre, c'est bien de lui. Oui, c'est un livre magnifique. Tous les grands romanciers de cette période ne sont plus lus, n'est-ce pas? Et c'est Mauroy et c'est Mauriac. Voilà, c'est pour ça que je trouve que Morand tient très bien la route par rapport aux autres. Ouais. Quand même. Et puis, vous mettez donc en pendant, si j'ose dire, dans son tiré des mémorables à propos de l'élection de Cocteau. Vous savez en quelle année il a été élu, Cocteau, à l'Académie, mon cher Alain? À première vue, je vous dirais qu'il a été élu à l'Académie, qu'est-ce que je dirais, 60 et 60? Bah non, il est mort 55. En 63, c'est en 55. Hein, 55. Paul Morand, notre compagnon... Il a commencé très tôt. Oui, très jeune. Paul Morand, notre compagnon d'autrefois, nous le cherchons en vain dans l'amphithéâtre. Est-il à Vevey, à Tanger? Jadis, c'est lui que nous voyons entrer en premier à l'Académie. Il y viendra, bon gré mal gré, ce retard le rajeunira. C'est extraordinaire, c'est prophétique. Hein. C'est absolument prophétique. C'est 30 ans avant, quoi. Oui, mais quand je dis qu'une société a disparu, c'est qu'à l'heure actuelle, je sais qu'on cherche des candidats à l'Académie. Oui, ça c'est vrai. Mais dans la société qui a disparu, mon cher Alain, il y a un autre homme qu'on n'a pas cité, c'est Marcel Proust. Parce que Paul Morand a cité Marcel Proust. Vous savez qu'on a dit qu'on était entré dans le XXe siècle qu'après la guerre de 14, Paul Morand a été reçu par Marcel Proust dans le 17e, dans son fameux appartement. D'ailleurs, on disait même que Marcel Proust demandait à Céleste Albaré, sa fidèle intendante, d'aller chercher des bouteilles de cidre à la cave et Proust exigeait de les faire chauffer. Il buvait du cidre chaud, tiède, presque chaud, vous voyez, comme quoi. Et c'est vrai que Proust avait senti un frémissement chez Paul Morand. Il avait lu des textes de Paul Morand. Hein. Donc c'est intéressant de voir qu'on bascule entre Proust et Paul Morand dans des sociétés assez différentes, même si l'aristocratie est la même. Oui, mais Proust a tiré de cette société des accents particuliers. Oui. Alors Pauline, avant de vous quitter, alors j'ai lu une phrase. Je ne sais pas si elle est voulue ou pas. On va dire au séducteur Alain Cotta s'il est d'accord. Vous faites un portrait de Jean d'Ormesson. En face de la vieille dame, Jean d'Ormesson a remarqué une jeune fille discrète qui tenait à la main une biographie de Jean Cocteau. Cela datait une lectrice dont lui a parlé Paul. Comme toujours à la vue d'une inconnue, le visage de l'écrivain a pris un étrange rictus. Ses yeux bleus en érection. Vous voyez des yeux bleus en érection. Il n'y a que les femmes pour voir ça. C'est fou. Oui, non, mais c'est drôle. Moi, j'ai rencontré Jean d'Ormesson en vrai. Il m'a fait cette impression-là. C'est-à-dire qu'il y a l'œil bleu qui a l'air de sortir de son orbite. C'est le lot de Tex Avery. C'est d'ailleurs assez plaisant pour une femme parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est remarqué. Mais voilà, l'œil bleu en érection. À moins qu'il se regarde lui-même. Je sais pas. Il est très attentif à la jante féminine. Hein. À tous âges.